bonjour à tous. Donc, Elisabeth Géraud et François Guillot. Donc, on est tous les deux avocats associés dans un cabinet lyonnais qui s'appelle SCOV. Et moi, j'interviens spécifiquement sur les sujets d'économie circulaire, tandis que François intervient plus spécifiquement sur les sujets plus marché, commande publique, etc. Donc, quand on a été sollicité pour vous raconter cette petite histoire de la prise en compte de l'économie circulaire dans la commande publique, on a décidé de justement de se répartir un petit peu les rôles, en espérant que ce soit un petit peu plus dynamique. Donc effectivement, notre présentation consiste à vous expliquer un petit peu et avec un petit peu d'espoir, vous permettre de retenir un petit peu l'histoire de la prise en compte progressive de l'économie circulaire dans la commande publique. Donc, qui est une histoire maintenant qui doit avoir une bonne vingtaine d'années, mais là qui s'accélère. Donc, on fera une brève introduction justement sur au niveau international et puis européen, comment est-ce qu'on a une prise en compte de plus en plus importante. Et puis surtout, on accentuera sur les mesures un peu concrètes et puis opposables et que vous devez sûrement connaître pour la plupart, mais ça permettra de refaire un petit tour d'horizon. D'abord, celle introduite en 2015 par la loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte. Et puis ensuite, bien sûr, la loi AGEC, donc la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Donc ça qui est plus frais et où notamment vous avez des décrets d'application qui sont sortis récemment, donc voilà, que vous devez bien avoir en tête. Et puis on parcourra un petit peu tout ce qui nous promet la loi climat en l'état du texte et puis ce qui avait été évoqué par la Convention citoyenne. Le début de cette histoire, et je pense que ceux qui rédigent les marchés ou qui suivent un peu ces sujets depuis un bout de temps doivent bien comprendre ce dont il s'agit. Le début de l'histoire, c'est un peu le début d'une double contrainte. Donc, en psychologie, vous savez, quand vous avez deux pressions contradictoires, deux contraintes antinomiques qui pèsent sur vous au même moment. Et c'est un petit peu ça la commande publique et l'économie circulaire, parce que vous avez d'un côté le droit de la commande publique avec des principes comme la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats. Et puis, quand vous essayez de faire de l'économie circulaire, de l'autre côté, vous avez des contradictions dont du genre des spécifications techniques qui vont être très excluantes. Vous allez être à la recherche de référentiels communs comme l'ACV, mais il n'y en a pas forcément. Ou alors, vous allez essayer de vous mettre dans une logique plus locale, territoriale, et de développer des critères de proximité géographique qui sont incompatibles avec les principes de la commande publique. Donc voilà, à la base, il y a ce problème de double contrainte. Donc l'évolution qu'on va voir, c'est celle qui consiste à essayer de réduire cette double contrainte, de les rendre plus compatibles, et puis de fixer des prescriptions législatives pour faire évoluer le droit de la commande publique lui-même. Rapidement, donc c'est ce que je vous disais, aborder les sources internationales européennes, c'est simplement pour vous rappeler. Donc, à l'origine de tout ça, vous avez la Convention de Rio en 1992 avec les fameux agendas 21 qui ont ensuite été déclinés par territoire. Et c'est là où vraiment on a un premier élan avec une tentative d'inclure. Alors là, c'est pas forcément l'économie circulaire au sens strict. Au début, on est surtout sur le développement durable et l'environnement de manière plus large. Mais en tout cas, où il y a vraiment cette première prise de conscience et puis ces premiers outils de planification et puis d'état des lieux pour essayer de faire évoluer les marchés vers plus de prise en compte de l'environnement. Ensuite, vous avez en 2002 l'OCDE qui va adopter une recommandation sur l'amélioration des performances environnementales des marchés publics écologiques. Vous savez, le sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable, pareil, là encore, on va essayer de se pencher sur le sujet des marchés publics durables. Et puis, il y a un rapport final qui va essayer d'encourager la prise en compte du développement durable lors de la passation des marchés publics. Encore une fois, on est sur des textes qui sont des grandes déclarations d'intention, mais surtout qui nous révèlent que l'histoire est en marche et que voilà, ça va de plus en plus devenir quelque chose qui va intégrer le droit positif et puis des outils beaucoup plus contraignants.
Et donc là où ça va être vraiment, déjà, ça va se rapprocher de nous et puis de la pratique, c'est quand ça va devenir plus simplement des conventions internationales, mais du droit européen. Donc dans les années 90, il y a vraiment une accélération sur ces sujets environnement, commande publique. Donc il y a un objectif qui est intégré dans le traité de Maastricht. Et puis en 1996, il y a carrément un livre vert qui est publié. Donc ça fait partie encore de ces espèces de sources du droit un peu bâtardes, un peu molles du droit européen, mais qui va préfigurer l'avenir, dont le titre d'ailleurs est assez édifiant, les marchés publics dans l'Union européenne, pistes et réflexions pour l'avenir. Et donc, on envisage l'intégration d'un objectif de protection de l'environnement dans les marchés publics. Et ça va être confirmé ensuite en 2001 par la Commission européenne pour finalement à ce qu'on arrive à ce que vous connaissez très bien, la directive de 2014, et donc qui va revoir la formulation des critères d'attribution pour qu'on puisse prendre en compte réellement l'environnement. Là encore, on n'est pas encore sur de l'économie circulaire au niveau européen. Voilà, donc on va inclure les critères qui permettent de prendre en compte l'analyse du cycle de vie, de tenir compte de critères qui comprennent des aspects environnementaux et sociaux. Donc ça y est, enfin, le droit européen donne une base pour tous les États membres pour qu'ils puissent avoir une législation qui permette justement une bien meilleure prise en compte dans les marchés publics de l'environnement. Et donc pour ça, c'était cette petite introduction. Vous voyez, on était surtout sur le sujet au niveau international et européen, on est surtout sur un sujet environnement, développement durable. Et c'est finalement qu'en 2015, avec la première loi française sur l'économie circulaire, donc qui va introduire cette notion dans le Code de l'environnement, qu'on va avoir des dispositions justement en matière d'économie circulaire dans les marchés publics. Donc dans cette loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, vous avez pas mal de dispositions. Et en matière de commande publique, il y a des dispositions qui visent surtout à améliorer la gestion des déchets, d'autres dispositions qui ont pour objectif d'améliorer l'offre des acteurs économiques pour que finalement, justement, dans les réponses, on ait des acteurs qui soient capables de mettre plus de biosourcés, plus de recyclés, plus de réemploi. Et puis, on va avoir des dispositions pour essayer aussi directement de modifier et de faire évoluer la demande et le comportement des personnes publiques pour que justement, dans l'expression du besoin et dans la rédaction des marchés, il y ait une vraie prise en compte de l'économie circulaire. Donc voilà, 2015, faut se dire, c'est le grand tournant. Donc la plupart des mesures, vous les connaissez. En matière de gestion des déchets, je balaye rapidement, mais en fait, on a eu plusieurs dispositions dans cette loi qui nous disent, voilà, la commande publique va devoir participer aux objectifs nationaux de prévention et de gestion des déchets. Donc, vous avez pas mal de code de l'environnement va fixer différents objectifs de prévention, de valorisation matière, de réduction des déchets. Et en fait, vous avez une disposition un peu molle là encore qui vous dit voilà, la commande publique va essayer de se mettre au service de ses objectifs. Après, très concrètement, c'est assez compliqué à retranscrire en fonction des marchés. Ça peut trouver un écho, mais ça reste des dispositions qui sont beaucoup trop larges voilà, pour être contraignantes de quelque manière que ce soit ou pour être facilement mises en application et d'identifier des marchés qui permettent de servir ces objectifs. En revanche, vous avez des objectifs beaucoup plus précis. Par exemple, des objectifs de valorisation des déchets qui vont être produits sur les chantiers de construction ou d'entretien routier, où on va vous dire il faut 70% de ces déchets-là qui soient valorisés. Et puis, dans tous vos appels d'offres, justement pour des travaux de construction ou d'entretien routier, on veut une obligation de privilégier les matériaux issus du réemploi ou du recyclage. Donc, vous avez sur ça déjà un cadre normatif qui est pas mal, avec des guides sur justement les granulats qui peuvent être utilisés en matériaux alternatifs en technique routière. Enfin, c'est des filières qui sont très mûres. Donc là, l'objectif, c'était de booster un petit peu ces filières de l'économie circulaire et de garantir que tous les marchés qui vont être passés pour les travaux de construction et d'entretien routier incluent bien, enfin, privilégient ces matériaux-là. Sachant que là, je ne les ai pas déclinés, mais vous avez pour 2020 justement des objectifs plus précis, chiffrés, de combien de matériaux issus du réemploi ou du recyclage le marché doit prévoir pour ses travaux de construction ou d'entretien routier. Donc ça fait partie des dispositions qui sont assez claires. Vous en avez aussi, bien sûr, sur le papier. Ça, vous devez les connaître par cœur. Voilà. Donc il y a quelques dispositions assez claires avec des objectifs plus ou moins chiffrés.
Mais sinon, vous avez aussi cette fameuse notion de commande publique durable, donc qui est introduite dans le Code de l'environnement, et dont on pourrait espérer beaucoup de choses, mais finalement, on n'en espère plus grand-chose. Donc c'est introduit, là encore, ça a été introduit par voie d'amendement. On nous explique que la commande publique durable est mise au service de la transition vers l'économie circulaire et de l'atteinte des objectifs justement de prévention et de gestion des déchets. Et ensuite, on vous explique de manière assez bien pensante que par son effet d'entraînement, elle contribue à faire émerger les pratiques vertueuses, notamment en matière d'économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits, de préparation à la réutilisation des déchets, de production de biens et services incorporant des matières issues du recyclage. Donc, on nous explique grosso modo ce que c'est la commande publique durable. Après, il n'y a pas d'obligation. Donc, ça reste une notion assez bien pensante, mais pas très très facile d'application. On comprend pas très très bien dans quelle mesure elle est opposable. Voilà, ça reste une disposition du Code de l'environnement, donc on ne retrouve pas dans la commande publique comme une sorte de ligne directrice. Donc c'est une notion finalement qui permet de justement dans cette fameuse petite histoire de la prise en compte de l'économie circulaire dans la commande publique, c'est de poser une pierre supplémentaire à l'édifice en disant voilà, on s'inscrit, on est dans ce mouvement de transition écologique, la commande publique, c'est pas la commande publique, c'est la commande publique durable. Voilà, on essaye de s'inscrire dans toutes ces grandes notions, de penser à l'économie de la fonctionnalité, de penser au réemploi. Voilà, mais on ne nous met pas encore d'obligation, de prescription particulière. Donc voilà, depuis 2015, c'est pas une notion qui a permis de faire massivement, d'inciter massivement les acheteurs. Après, vous avez des dispositions plus sectorielles, là, pour le coup, qui doivent bien vous parler, ou notamment l'exemplarité pour les marchés de construction. Et donc là, c'est les bâtiments BEPOS. Donc là encore, on nous explique que pour les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage publique, on va viser l'exemplarité énergétique et environnementale. Et puis, à chaque fois que possible, on va faire du BEPOS. Donc là encore, c'est à chaque fois que possible. Donc, on n'a pas eu quelque chose de massif. Donc, le BEPOS, ça reste un référentiel du coup réglementaire avec du coup un décret qui est venu fixer un petit peu les conditions et les critères que devaient respecter ces bâtiments. Après, ça reste un bon référentiel et il y a eu beaucoup d'exemples très intéressants qui ont été mis en place et notamment que vous pouvez retrouver justement vous avez un observatoire du BEPOS qui vous montre, qui est assez inspirant, qui montre toutes les réalisations qui ont pu être faites par certaines collectivités à partir de ce référentiel réglementaire. Donc voilà, le BEPOS, ça restait quelque chose d'assez concret, avec un cahier des charges, un référentiel réglementaire, donc il pouvait être facilement, vers lequel il pouvait être facilement renvoyé. Donc ça, c'était quand même un outil assez pratique par rapport à la notion de commande publique durable. Et donc, on arrive, donc en 2015, on en est à peu près là. On a des petites dispositions un petit peu sectorielles. On a la notion de commande publique durable. Donc, on se dit 2020, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'est un gros focus, c'est une nouvelle étape. On a 5 ans de retour d'expérience derrière nous, donc on va essayer quand même d'accélérer un petit peu le mouvement. Et là, en fait, pas du tout. Dans le projet initial du gouvernement, on n'avait rien sur la commande publique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de la construction de la loi, on a les parlementaires qui vont ajouter des amendements sur ce sujet, et principalement à l'Assemblée nationale. Et le constat qui va ressortir à chaque fois des débats et puis la motivation des amendements, c'est toujours les mêmes, c'est les mêmes qu'en 2015. C'est la commande publique va représenter 10% du PIB, elle doit montrer l'exemple, elle doit être un moteur d'une politique d'achat plus vertueuse. Et donc, on est toujours sur le même. Enfin voilà, l'histoire c'est toujours la même, et les mesures qu'on va prendre finalement vont être du coup un petit peu dispersées parce que, comme je vous disais, comme il n'y avait pas de cohérence au début parce qu'il n'y avait rien dans le projet initial du gouvernement, ça va être une succession de petits amendements, parfois des amendements qui se ressemblent. Et donc, on a un ensemble un petit peu désordonné. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que il n'y a pas de grande révolution. On verra déjà dans la loi climat, on rentre dans quelque chose un petit peu plus révolutionnaire, dans le sens où on rentre un peu plus dans un régime d'obligation de prise en compte de l'économie circulaire. Là, on n'y est pas encore totalement. Donc, on n'est pas encore sur la grande révolution qu'on attendait potentiellement.
Donc, ce qu'on va vous présenter, il y a pas mal de mesures que vous devez connaître parce qu'encore une fois, ça fait un an maintenant cette loi, donc il y en a pas mal auxquelles vous avez dû être confrontés. Il y a des dispositions, on a un peu réparti, il y a des dispositions un peu générales et puis des dispositions un peu plus spécifiques. Dans une disposition générale, vous avez une modification, on va voir, pour veiller au recours à des matériaux de réemploi pour les constructions, des dispositions en matière d'achat pour les marchés de fourniture, et puis le fameux décret qui est sorti sur l'acquisition de certains biens avec des pourcentages de recyclés, de réemploi, etc. Donc, comme je vous disais, sur les marchés liés aux opérations de construction et de rénovation, on s'appuie en fait finalement sur ce qu'avait commencé à faire la LTECV, la loi relative à la transition énergétique, mais sauf qu'on va essayer de focaliser sur les matériaux de réemploi. Donc, vous avez déjà une section justement sur les prescriptions dans la commande publique, les prescriptions environnementales. Et donc, vous avez cet unique article L228-4 qui vous dit que la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits et en particulier de leur caractère biosourcé, et puis qui prévoit de manière plus spécifique, dans le domaine de la construction ou de la rénovation des bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables. Donc depuis 2020, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, c'est plus seulement veille au recours à des matériaux issus de ressources renouvelables, c'est veille au recours à des matériaux de réemploi. Donc ça, c'est l'évolution en 2020. Et puis l'évolution qui est prévue par la loi climat, c'est carrément à partir du 1er janvier 2028, alors on a le temps de se préparer, de fixer un pourcentage de recours à des matériaux biosourcés pour les travaux de rénovation et de construction. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été tenté en 2015 et où il y avait eu des obstacles constitutionnels. On nous avait expliqué, la commission qui avait reçu cet amendement avait expliqué que, voilà, en 2013, le Conseil constitutionnel avait déjà refusé d'accepter des dispositions législatives qui fixaient des pourcentages de bois dans la construction au regard de la liberté d'entreprendre. Donc là, c'est retenté dans la loi climat, à voir si ce sera censuré ou pas par le Conseil constitutionnel. Mais entre-temps, il y a eu justement la jurisprudence du Conseil constitutionnel a un peu évolué et du coup, il a consacré l'objectif de protection de l'environnement. Donc peut-être que voilà, ça y est, on va un peu tourner la page et on va pouvoir fixer des pourcentages dans la loi pour que les marchés publics intègrent cet type de matériaux. En tout cas, pour le recours à des matériaux de réemploi, il n'y a pas de pourcentage exigé. Donc, j'attire simplement votre attention sur le fait qu'en pratique, ce qu'on vous conseille, c'est si vous voulez justement faire du réemploi sur vos projets, il vaut mieux prévoir un AMO, une mission d'AMO réemploi ou économie circulaire pour la rédaction des marchés et pour être assisté dans le choix des entreprises. Et puis, l'autre point de vigilance, c'est que les matériaux de réemploi sont généralement considérés comme des techniques non courantes de construction, donc sont exclus des polices de base de décennale et de dommages ouvrages. Donc, il faut prévoir justement cette problématique. Ça peut impliquer une extension de garantie, parfois avec ou sans surprime. Et généralement, ce qui se passe, c'est que pour justement étendre la garantie, on associe un bureau de contrôle spécifique qui va justement recaractériser les matériaux pour voir si on peut les inclure dans la construction. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle mesure. Il n'y a pas de pourcentage minimum, mais il faut commencer à prescrire de manière générale les matériaux de réemploi sur les projets de construction. Merci Elisabeth. Donc, je vais enchaîner avec d'autres dispositions qui ont été introduites par la loi AGEC. Donc, vous avez un article 55 applicable aux achats et fournitures, voilà, qui s'affiche et qui vous précise donc qu'à compter du 1er janvier 2021, les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastique à usage unique, la production de déchets et privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. Donc, c'est
un article donc, qui a été introduit, qui s'applique, comme c'est écrit, pour l'État et les collectivités territoriales et leurs groupements, et dont le champ d'application est potentiellement très large, puisque ça concerne la commande publique. Lors des débats, l'exemple de l'acquisition de couches pour les crèches et donc de couches réutilisables avait été proposé. On pense aussi, par exemple, aux distributeurs automatiques qui sont souvent contractés dans le cadre d'AOT. On peut penser aux fontaines libre-service avec les gobelets en carton qu'on trouve de plus en plus dans les administrations. Donc cet article est intéressant, même s'il a une portée qui est plus incitative que contraignante, mais certains acheteurs s'en étaient déjà emparés dès la publication de cette loi AGEC. Je pensais à un marché, donc j'étais tombé sur un marché d'indices qui est intéressant, qui reproduisait purement et simplement cet article et qui, sur cette base-là, avait fixé une condition d'exécution qui était donc c'était sur l'acquisition de textiles. Et il avait été exigé donc que les textiles ne soient pas emballés individuellement pour réduire la consommation de plastique. Alors cette question du textile, désormais, elle basculerait dans l'article 58, donc, qui à mon avis vous intéresse plus aujourd'hui puisqu'on est sur une actualité relativement importante avec la publication du décret. Est-ce qu'on peut passer? Non, merci. Donc vous avez cet article donc 58 de la loi AGEC donc, qui vous précise. Donc on va plutôt lire depuis le 1er janvier 2021 les biens acquis annuellement par les services de l'État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans les proportions de 20 à 100% selon le type de produit. Donc ensuite, vous avez le point 2 qui vous prévoit des dérogations sur lesquelles je reviendrai. Et donc, vous savez que le 9 mars 2021, le décret qui vient préciser ces pourcentages et les produits et listes de produits concernés était publié. Donc, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements sont concernés. On a un champ d'application organique qui est à la fois relativement large, puisque l'État et les collectivités territoriales et leurs groupements représentent un grand nombre d'acheteurs, mais qui est à la fois limité, puisque par exemple, on ne nous dit rien sur les établissements publics de l'État ou les opérateurs de l'État. On a aussi un champ d'application matériel qui est limité, puisque ce décret d'application de l'article 58 concerne l'acquisition et non pas la location, alors qu'on sait que la location est un moyen d'acquisition, si on peut le dire comme ça, qui se développe fortement. On n'a aucun taux de recyclage qui est prévu, donc vous avez on va revenir sur le décret, mais vous avez la question des produits recyclés et la question des produits issus du réemploi ou de la réutilisation. Pour ce qui concerne le recyclage, il n'y a pas de minimum imposé, donc on peut imaginer qu'à 0,01% de matière recyclée dans un produit, on s'inscrira dans le respect de ces dispositions. Donc, on ne raisonne pas marché par marché, mais bien par année civile. C'est un point qui est important. On va tenir compte du montant annuel hors taxe par produit ou par catégorie de produits acquis. Alors, il y a deux exceptions. La question donc, des contraintes opérationnelles liées à la défense nationale, c'est les conditions de résistance particulières, puisqu'on sait que ces matériels peuvent être soumis à rude épreuve, ou la question des contraintes significatives liées à la nature de la commande publique qui peut, enfin, en tout cas, c'est une exception qui peut recouvrir plusieurs réalités. Dans les débats, la question des volumes avait été évoquée à titre d'exemple. Alors, on sait que pour les, enfin, on a cru comprendre, en tout cas, que pour les acheteurs, ça avait été accueilli assez froidement, ce décret. Puisqu'il y a des confusions effectivement qui sont possibles et qui sont liées à la rédaction. Pour la petite histoire, les pourcentages initialement devaient être indiqués dans l'article 55 donc, que je viens de commenter précédemment. Finalement, dans le cadre de cet article 55, on s'est dit ça sera compliqué, donc on va le basculer dans un article à part entière qui est l'article 58. Et puis, puisque les études de marché n'avaient pas été faites, on s'est dit finalement, même dans le 58, ça va être compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les pourcentages qui étaient initialement prévus. On parlait par exemple de 30% pour les téléphones et on avait même inclus les pneus rechappés dans ce cadre-là. Et puisque c'est trop compliqué, on va finalement passer par voie décrétale le temps finalement de faire cette étude de marché et de préciser ses obligations. Donc, c'est dans ce cadre-là que le décret a été publié. Sur la scène suivante, il y a le tableau.
Voilà, alors avec en annexe les pourcentages qui sont attendus. Donc ce tableau, il se lit ligne par ligne et il devrait logiquement se lire de gauche à droite. Donc les deux interprétations qui sont possibles, mais ce n'est pas celle-là qui prévaut lorsque l'on se réfère à la note juridique qui a été, à la notice explicative qui a été rédigée par la BHJ. On pourrait imaginer que sur le montant total annuel acquis, 20% de ces biens seraient issus des matières recyclées, dont 20% de ces 20% seraient issus du réemploi ou de la réutilisation, puisque le don qui figure sur la deuxième colonne, la première ligne de la deuxième colonne, peut poser de réelles difficultés d'interprétation. Si on suit cette interprétation-là, par exemple, si on prend l'exemple sur la ligne 2 des sacs d'emballage, sur une dépense de 1000 euros, 200 euros de sacs devraient être issus de matières recyclées, dont 10%, soit 20 euros issus du réemploi. Et en fait, on nous a expliqué donc, dans un webinaire, les rédacteurs du nous ont expliqué que ça ne se lisait pas comme ça, mais que ça se lisait de droite à gauche. Ce qui signifie que lorsque vous avez, si on continue de prendre si on prend le premier exemple pour les vêtements, lorsque vous avez un pourcentage qui est identique dans les deux colonnes, le premier s'annule et vous devez donc acquérir 20% de biens issus du réemploi. Le recyclé s'annule en fait. Donc voilà, des difficultés d'interprétation dans le cadre de ce décret qui pourra clairement poser des difficultés dans sa mise en œuvre. S'agissant de sa mise en œuvre, justement, je suis tombé donc sur un marché qui est relativement intéressant et donc qui fait application de cette disposition, bah, à juste titre d'ailleurs, et qui a ajouté une colonne au BPU. Intégrant les matières recyclées, intégrant le réemploi. Donc on peut imaginer que cette collectivité, qui est quand même une grosse collectivité, va respecter cette obligation et puis établira un suivi finalement pour respecter ces nouvelles obligations qui sont les siennes. En termes de sanctions, ça va être très compliqué à faire sanctionner, passer par les voies de droit classiques, je pense par exemple au référé, sans dire que c'est impossible, ça paraît très compromis à partir du moment où on tient compte du montant annuel hors taxe par catégorie de produits. La question des manquements sera difficile à établir puisque par définition, sur une année, il sera toujours possible de régulariser par l'acquisition de biens répondant à cette nouvelle obligation. Dans ce même marché là, que j'ai identifié, qui était assez intéressant, il y avait aussi une obligation de reporting. Donc, les soumissionnaires ont l'obligation, enfin plutôt l'attributaire ou les attributaires auront l'obligation de faire un reporting annuel en produisant des attestations pour que la collectivité puisse suivre son engagement. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, il y a un rapport qui sera remis ultérieurement. Vous savez que dans ce cadre, vous devrez remettre vos chiffres. Enfin, il faudra établir des attestations pour que l'Observatoire de la commande publique puisse se positionner, en sachant qu'il n'y aura de toute façon pas de sanction en l'absence de remise de cette attestation. Donc, il va falloir avoir un petit peu de recul pour voir comment ce texte est mis en œuvre. Même si voilà, on sait que ça sera compliqué, ça reste quand même intéressant en termes de commande publique et d'économie circulaire. Excusez-moi, pour la bonne compréhension du coup de la lecture du tableau qui effectivement prête encore à confusion, si on prend donc par exemple l'exemple de la deuxième ligne, parce que la question s'est déjà posée, l'assiette à prendre en compte et la compréhension de ce don. Sur l'exemple que vous donniez, si j'ai 1000 euros d'achat annuel de sacs d'emballage, la première colonne intègre, on va dire les 3 R, réemploi, réutilisation et recyclage. Donc, je dois avoir 200 euros issus de l'un des trois, dont impérativement 10% uniquement issus de réemploi de réutilisation. Ça veut donc dire 10 ou Ça veut dire 100. 20. Ça veut dire 100 euros. Ça veut dire 100 euros, c'est bien ça. Donc, on part de ce que les 200.
C'est cette deuxième application-là qui est retenue et qui est illustrée dans la notice explicative de la DAJ. Oui, parce que la première notice explicative partait justement sur une ligne où les valeurs étaient les mêmes, donc on ne pouvait pas complètement se rendre compte de la répercussion. Ok, très bien, merci. Alors ensuite, cette loi AGEC a introduit donc un nouvel article 56 qui est relatif donc aux constructions temporaires, qui est codifié à l'article L2172-5 du Code de la commande publique et qui vous indique donc que lorsqu'ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi sous réserve d'un niveau de qualité et de sécurité égaux aux constructions neuves de même type. Donc ça, c'est un article qui est relativement important et qui n'est pas anodin, puisqu'on sait qu'il y a une multiplication de ce type de marché. Lors des débats, il avait été indiqué qu'un tiers du total des achats de construction temporaires passés par la commande publique. Il y a une projection qui parle d'une augmentation de 4% d'ici à 2022, et on voit donc ce type de marché se multiplier, puisque le modulaire n'est plus réduit au seul bâtiment de vie de chantier. Les bureaux ministériels s'équipent, on a de plus en plus de salles de classe, de vestiaires de terrain de foot, voilà, donc ça se multiplie un petit peu de partout. Et pour cause, donc dans les débats, il avait été indiqué que cette disposition a été introduite en fait pour changer tout simplement les habitudes qui consistaient à systématiquement exiger du neuf, tout en précisant que le modulaire présente des avantages, notamment en termes de coûts et justement de capacité de réemploi. Donc vous avez deux solutions pratiques, il y en a même une troisième pour justement retranscrire ça dans les marchés. C'est d'exclure la mention neuf typiquement, ce qui est un parti pris par les acheteurs. On en retrouve presque plus maintenant sur les plateformes, ou d'ouvrir finalement dans les documents clairement au réemploi, donc pour signifier aux entreprises qui interviennent notamment en matière de réemploi quels sont les bienvenus pour soustraire à ce type de marché, ou il est aussi tout simplement possible de ne rien dire, puisque c'est une obligation qui conduit à ne pas exclure. Il y a une disposition, il y a les nouvelles dispositions du décret du 9 mars 2021 qui vont même plus loin. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la dernière ligne de ce décret prévoit un pourcentage pour les constructions modulaires, un pourcentage de 20% de réemploi ou de réutilisation. Donc, c'est plutôt positif pour le secteur, puisque non seulement il n'est plus possible d'exclure, mais désormais, on va même devoir inclure ce type de construction. Il y a quand même une limite qui est importante, c'est encore une fois une limite en termes de champ matériel. On parle bien ici d'achat, on ne parle pas de location, alors même que si l'on regarde un petit peu sur les différentes plateformes, on se rend compte qu'en la matière, la location se développe. Voilà, ce qui est pas nécessairement négatif, puisque la location pourra aussi concourir de toute façon au recours à ce type de construction. Donc voilà pour les constructions temporaires. On a eu une mesure aussi un peu sectorielle, du coup, sur les logiciels qui vise à inciter les acheteurs à se tourner vers l'éco-conception. Donc, encore un impact carbone qu'on connaît bien. On sait tous que finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas d'impact, mais que derrière, finalement, c'est une usine à gaz, ça consomme énormément. Donc, la disposition prévoit que lorsque le bien acquis est un logiciel, les acheteurs promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique de leur utilisation. Donc, encore une fois, c'était une plutôt bonne idée. Le texte prévoyait qu'en principe, c'était à partir du 1er janvier 2021. Et puis, ça concernait les acheteurs de manière très, très large, hein, l'État, les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Donc, on était très, très large. Et puis, effectivement, les logiciels, de toute façon, maintenant, tout le monde en utilise. Donc, ça reste une très bonne idée d'inciter à tourner vers l'éco-conception. En revanche, petit problème, c'est qu'en pratique, ça reste très compliqué à prescrire. Alors, le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de référentiel commun
d'évaluation des impacts environnementaux des services numériques. Donc, il n'y a pas d'approche ACV pour l'instant commune pour les logiciels, il n'y a pas de méthode et il n'y a pas de base de données. Et donc, pour remédier à cette question, il y a un projet justement qui est soutenu par l'ADEME et qui devrait permettre de déboucher sur une approche ACV commune. Donc, il était censé se terminer en 2020, mais bon, je pense qu'avec le Covid et compagnie, l'expérimentation, finalement, la fin de cette phase a été reportée en octobre 2021. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on aura sûrement une approche ACV avec un référentiel commun auquel on pourra faire référence, je pense, d'ici l'année prochaine, avec un petit peu d'espoir. Hein, je ne dis pas début d'année prochaine, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et puis, en attendant, les autres solutions qui pourraient être envisagées, ce serait de recourir aux critères du coût global et de voir notamment l'impact énergétique de l'utilisation du logiciel pendant sa durée d'utilisation, ou encore d'insérer un critère environnemental ou des spécifications techniques. Mais là, encore une fois, il faudrait être capable de les définir et de les rédiger, sachant que ça reste des compétences très techniques où il y a quand même peu d'acheteurs qui ont des services qui sont spécialisés pour être capables de spécifier en matière d'éco-conception de logiciels. Voilà, donc c'est pas impossible, mais ça reste très compliqué et a priori, ça deviendra accessible pour tous quand on aura cette approche ACV un petit peu commune et qui sera disponible comme référentiel. Donc ensuite, vous avez une disposition, donc l'article 60 de la loi AGEC, qui a créé un nouvel article L2172-6. Merci. Au sein du Code de la commande publique, donc, qui vous indique que dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l'État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechappés, sauf si une première consultation s'est révélée infructueuse. Et vous avez ensuite deux exceptions qui sont mentionnées et qui concernent les véhicules d'urgence et les véhicules militaires. Alors, simplement, je ne suis pas un expert du pneu, mais je peux expliquer un petit peu vulgairement ce qu'est la rechappe. Donc, la rechappe, c'est une méthode qui permet de conserver la carcasse du pneu, qui coûte le plus cher, qui représente 70% du coût total d'un pneu, et qui consiste donc de poser une nouvelle gomme, tout simplement, sur cette carcasse. Donc, au-delà du coût, ça présente un réel avantage puisque ça prolongerait la durée de vie d'un pneu, enfin, ça multiplierait la durée de vie d'un pneu par 2 ou par 3. Donc, cette disposition, elle a quand même un impact réel puisque, encore une fois, l'État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs sont concernés. On considère que ça concerne quand même 100 000 pneumatiques en propre, juste pour les poids lourds et juste pour l'État. Donc, c'est important puisqu'il y a aussi tous les marchés qui sont lancés par les autres acheteurs. J'étais tombé sur un marché quand même d'acquisition de pneus pour équiper 70 véhicules d'une collectivité territoriale. C'est quand même important. C'est relativement simple à mettre, à retranscrire juridiquement. Il suffit de le mettre dans les spécifications techniques et même dans l'objet du marché. De toute façon, il n'est pas possible d'exiger du neuf. Donc juridiquement, il n'y a pas de difficulté sur ce point-là. En revanche, il y a une véritable difficulté pratique et qui est liée à l'exception que j'ai mentionnée sur les consultations infructueuses. Et cette difficulté est très simple, c'est que les pneus rechappés n'existent pas ou quasiment pas sur les véhicules de tourisme. Michelin, donc, qui a fait un gros lobbying pour faire passer cette disposition, est très à la pointe pour les poids lourds, mais pour les véhicules de tourisme, ça n'existe pas tout simplement parce que les pneus neufs asiatiques aujourd'hui sont moins chers que des pneus rechappés, c'est moins coûteux à produire. Et d'ailleurs, c'est assez marrant dans le cadre des débats puisque lorsque cette disposition a été adoptée, il y a certains intervenants donc, qui ont expliqué finalement que ça n'existait pas pour les véhicules de tourisme. Et donc, plutôt que de patienter ou de trouver d'autres alternatives, on a introduit cette question de la consultation infructueuse et c'est vérifié en pratique. Si vous allez sur les plateformes, il y a énormément de marchés qui sont lancés pour rien initialement pour respecter cette obligation et qui basculent ensuite sur du neuf. Donc, si cette disposition elle est potentiellement intéressante,
en pratique, on se rend compte que c'est quand même compliqué. Je parle pour les véhicules de tourisme, hein. Et donc, vous avez les véhicules d'urgence et les véhicules militaires qui sont épargnés, ce qui est plutôt logique parce que par définition et au vu de leur utilisation, ces pneus sont surexploités. Et puisque la carcasse use beaucoup et que c'est ce qui coûte le plus cher, il a été considéré que ce n'était pas une obligation pour ce type de véhicule. Cette disposition, donc, attention, elle concerne bien l'achat de pneus, elle ne concerne pas l'acquisition de véhicules neufs, puisque de toute façon, l'offre est visiblement inexistante, ce qui est plutôt logique. Un véhicule qui sort d'usine sort avec des pneus neufs et non pas des pneus rechappés. Ça ne concerne pas la location non plus. On est bien sur de l'acquisition, ce qui, là encore, d'un point de vue du marché, est plutôt logique, puisque la location longue durée consiste à mettre en location des véhicules neufs qui sortent d'usine, même si c'est de moins en moins vrai et qu'apparaissent des LDD en véhicules d'occasion. Voilà pour ces dispositions donc, de la loi AGEC qui sont donc pour certaines générales, pour d'autres plus spécifiques. Et donc, il y a deux nouvelles dispositions qui vont être adoptées dans le cadre de la loi climat. Voilà, donc ça, c'est un peu l'actualité brûlante à suivre de votre côté. Nous, on vous présente ce qui devrait sortir. Donc, c'est cette fameuse loi climat qui est finalement un projet de loi qui a été déposé à la suite de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait fait des propositions et du coup, qui est dans des domaines assez variés comme la consommation, la production, le travail, le logement et l'alimentation. Donc, on avait cette convention citoyenne et maintenant, on a ce projet de loi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le 4 mai, il y a eu l'adoption devant l'Assemblée nationale donc, du texte en première lecture. On est dans une procédure accélérée. Donc là, ça devrait aller devant le Sénat. Ce sera examiné en juin, à partir de mi ou fin juin de mémoire. Et puis ensuite, si éventuellement une commission mixte paritaire. Et puis après, la promulgation. Donc, c'est quand même pour bientôt en principe, mais vous verrez, les mesures en matière de commande publique sont reportées à dans longtemps. Donc, rapidement, ce qu'on va vous présenter dans cette dernière partie, c'est les propositions initiales et puis après, les amendements qui ont été adoptés à date. Les propositions initiales, il y avait déjà de rendre les clauses environnementales obligatoires dans tous les marchés publics. Le frein, évidemment, qui avait été soulevé, c'est qu'il fallait modifier les textes européens, qu'il fallait que ce soit lié à l'objet du marché, etc. Donc, il y avait pas mal de contraintes. Et puis, le risque aussi, c'était de voir se développer, et c'est un risque qui existe même aujourd'hui quand c'est pas obligatoire, de développer des clauses environnementales un peu généralistes, sans réel lien avec l'objet du marché ou mal adaptées, et puis qui aboutissent à des résultats finalement médiocres du point de vue environnemental, simplement voilà, qui seront insérés un peu passe-partout pour pouvoir respecter cette obligation. Mais bon, d'un point de vue de la transition écologique, on n'y trouverait pas à notre compte. Et puis l'autre limite qui avait été soulevée aussi par pas mal de commentateurs, c'était de savoir est-ce que c'était si pertinent d'imposer des clauses environnementales dans tous les marchés publics, parce que voilà, pour certains marchés comme de prestations intellectuelles, voilà, c'était pas forcément très très pertinent. Et puis il y avait des critères aussi qui pouvaient être faciles à déclarer et puis beaucoup moins à définir, à évaluer. Donc à voir est-ce que c'était si intéressant de généraliser. Et puis l'autre proposition, c'était de mettre en avant la valeur écologique des offres avec la notion d'offre écologiquement la plus avantageuse et non plus économiquement. Voilà, donc là encore, ça semblait compliqué avec le droit européen et puis aussi compliqué à mettre en œuvre avec éventuellement comme implication une généralisation des ACV et où là encore le problème de référentiel commun. Donc ces deux propositions, vous allez voir, n'ont pas été retenues et on a proposé des choses voilà, beaucoup plus conformes au droit européen et beaucoup plus nuancées, mais qui quand même font passer un petit peu pas mal de bonnes pratiques du côté de la prescription. Donc on est quand même sur potentiellement une évolution assez favorable avec cette loi climat. Alors, dans le cadre de cette loi, on a souhaité classer les dispositions qui sont consignées pour le moment au sein de l'article 15 de cette loi
en quatre grandes catégories. Donc, vous avez de nouvelles dispositions qui seront adoptées dans le cadre de la détermination du besoin, dans le cadre de la sélection des offres et dans le cadre de l'exécution des marchés. Et puis, on l'a mis comme ça dans le cadre du suivi via l'ESPAR. Alors, s'agissant de la détermination du besoin, je vais passer relativement vite sur cet article. Vous avez l'article donc L2111-2 du Code de la commande publique qui est complété avec un ajout. Donc, actuellement, il nous indique que les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. Vous avez un ajout qui précise ces spécifications techniques prennent en compte les objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Donc l'environnement voilà, fait partie de l'un des piliers du développement durable. C'est pas une autoroute pour l'économie circulaire dans le cadre de cette seule disposition. On reste sur des objectifs. L'article qui précède, donc le L2111.1, comporte actuellement exactement la même formulation et la DAJ avait bien rappelé, donc on était sur une obligation de moyens. Voilà, c'est pas ce seul article-là n'est pas sensationnel et c'est surtout une question d'équilibre qui a été souhaitée par le législateur. C'est-à-dire qu'on s'est dit à un moment, on introduit des dispositions en matière de sélection des offres, on introduit des dispositions en matière d'exécution des marchés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au stade de la détermination du besoin, introduire également des dispositions. Comme ça, les trois grands piliers seront concernés. Voilà pour la motivation de cet article donc, qui n'est pas le plus intéressant. Vous avez ensuite un autre article donc, de cette loi climat qui va venir compléter l'article L2152-7 du CCP, qui est l'article qui est relatif donc, à la sélection de l'offre ou des offres économiquement les plus avantageuses. Puisqu'il est indiqué maintenant, enfin, il sera indiqué, pardon, si c'est adopté, donc qu'au moins un de ces critères prendra en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. On doit passer finalement en apparence d'une simple faculté à une obligation, puisqu'il faudra un critère à minima systématiquement qui tienne compte de ces caractéristiques. Alors attention, la révolution, elle n'est qu'apparente, puisqu'il n'est pas ici question d'imposer au moins un véritable critère environnemental. Donc ce n'est pas une révolution, puisque il sera possible, et on le voit déjà plus ou moins arriver, de noyer ces considérations environnementales dans d'autres critères. En fait, on pense par exemple à la valeur technique. Donc, il n'est pas ici question, encore une fois, et c'est très important, d'imposer un véritable critère environnemental. Et puis, alors, dans son avis de février 2021, le Conseil d'État s'est prononcé et a émis quand même des réserves, enfin, plutôt a effectué des rappels, en indiquant que ces dispositions, de toute façon, ne dérogent pas à l'obligation de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, ni à la condition que les critères soient objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Donc, il est très clair, et c'est ce qu'évoquait Elisabeth auparavant, qu'il n'est pas question ici, avec cet article, de sélectionner l'offre écologiquement la plus avantageuse. Les marchés de défense et de sécurité donc, ne sont pas concernés via les justifications classiques liées à leur spécificité. Et donc, cette disposition, c'est relativement intéressant, est étendue aux concessions. Je vous ai mis l'article. Initialement, ce n'était pas le cas. Et finalement, le Conseil d'État, toujours dans le cadre de son avis, s'est un petit peu indigné en disant pourquoi ne pas, enfin, c'est une incohérence de ne pas faire entrer les concessions dans ces obligations. Si l'on doit conclure sur cette disposition, on peut dire qu'elle est plutôt en demi-teinte. Voilà, il y a des acheteurs, fort heureusement, qui sont bien plus en avance que le législateur et qui ont recours à de véritables critères environnementaux, puisque c'est une possibilité qui est prévue par le pendant réglementaire de cet article. Ça a été validé par la jurisprudence européenne, ça fait longtemps, nationale également, mais c'est toujours mieux que rien, puisqu'un certain nombre de marchés ne prévoient absolument rien en la matière. Donc, ça contraindra au moins les acheteurs les plus réticents
à mettre en œuvre ces objectifs. Vous avez ensuite une autre disposition donc, qui est en lien avec l'exécution du marché, qui est pour le coup plus intéressante. Si on doit retenir une disposition dans le cadre de cette loi climat, c'est certainement celle-ci, puisqu'on aura alors j'ai noté un ajout, mais c'est plutôt une modification de l'article L2112-2 du Code de la commande publique, dans lequel on nous indiquera que les conditions d'exécution prennent en compte des considérations relatives à l'environnement, au domaine social et à l'emploi, alors qu'actuellement la rédaction est la suivante: les conditions d'exécution peuvent prendre en compte. Donc on a un passage, là encore, d'une simple faculté à une véritable obligation, ce qui, sur le principe, est quand même très positif. Il y a beaucoup d'acteurs du réemploi qui attendaient ce changement. Donc c'est quand même une disposition qui est importante, même si, encore une fois, certaines collectivités, l'État ou certains acheteurs, si on raisonne de manière globale, sont très en avance déjà sur ce type de problématique. Le reproche que l'on pourrait faire à cet article, c'est que finalement, les modalités ne sont pas déterminées, rien n'est précisé. Donc les acheteurs resteront relativement libres de le mettre en œuvre comme ils l'entendent. Et ce qui peut être, alors, non pas inquiétant, mais ce qui pose question, c'est la potentielle question de la multiplication de clauses de principe ou de clauses de bonne forme. Voilà, est-ce que certains acheteurs ne vont pas appliquer cette disposition à minima en calant une ou deux lignes dans les marchés pour justifier du respect de cette obligation? Voilà, on peut s'interroger, on ne sait pas, mais en tout cas, les choses vont dans le bon sens. Là encore, les marchés de défense et de sécurité ne sont pas concernés, toujours pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment. Et cette disposition est étendue aux concessions. Je vous ai mis la référence, mais encore une fois, c'est positif. Donc, on peut se poser la question avec l'articulation des nouveaux CCAG qui sont entrés en vigueur au 1er avril et qui prévoient tous une clause environnementale générale. Alors, je vous ai reproduit celle du CCAG travaux, mais elles sont identiques, c'est juste les numéros d'articles qui varient. Et ce CCAG qui vous indique donc que les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l'exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives et faire l'objet d'un contrôle effectif. Et il y a même une pénalité désormais qui est prévue en cas de non-respect de ces obligations. Là, c'est plus intéressant puisque c'est quelque chose de plus précis. Et ce qui est intéressant, c'est la question des méthodes de vérification et du contrôle effectif. C'est-à-dire qu'il faudra prévoir des conditions d'exécution environnementale en lien avec l'environnement, et il conviendra d'en contrôler le respect sous peine de se voir infliger une pénalité. Alors, ce qui, à mon sens, fait que ces dispositions, pour le moment, en tout cas, ne font pas doublon, c'est la question de la temporalité. Donc, les CCAG ne sont pas, les CCAG, pardon, sont actuellement en vigueur, sauf que l'article que je viens de décrire, donc la modification de l'article du permis numéro L2112-2 du CCP, donc ne sera pas en vigueur tout de suite s'il est adopté. Mais j'y reviendrai, je consacre une slide à l'entrée en vigueur. Et encore une fois, les CCAG ne sont pas nécessairement applicables. Si on ne les vise pas, ils ne s'appliquent pas automatiquement et il est toujours possible d'y déroger. Simplement, quand cet article modifié du Code de la commande publique entrera en vigueur, là, pour le coup, il ne sera plus possible d'y échapper. Et donc, on espère que cet article sera efficace dans l'intérêt de la commande publique circulaire. Alors, vous avez aussi la création d'une nouvelle section donc, qui est relative à l'exécution par des tiers, qui suivra les dispositions qui sont relatives à la réservation de marché aux entreprises de l'économie sociale et solidaire.
Donc avec la création d'un nouvel article L2113-17 qui indique que lorsqu'ils poursuivent un objectif écologiquement responsable, les marchés prévoient la part minimale de l'exécution du marché que le titulaire s'engage à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d'utilité sociale. On nous indique donc que cette part ne pourra être inférieure à 5% du montant prévisionnel du marché et qu'il conviendra, dans le cadre des critères d'attribution du marché, de tenir compte de la part d'attribution qu'il est envisagé de confier à des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées. Alors, on ne sait pas trop ce que signifie pour le moment la formule objectif écologiquement responsable. Ça veut potentiellement un peu tout et rien dire. Dans le cadre de l'amendement qui a inséré ce projet de disposition, voilà, la mobilité douce, la propreté écologique ont été avancées, ce qui est en l'état voilà, relativement imprécis. Donc cet article ne sera potentiellement pas sans poser de difficultés. En tout cas, il entrera en vigueur. Quelques précisions seraient plutôt les bienvenues. Pour le moment, ce n'est pas prévu, pas de décret d'application. Voilà, mais en tout cas, ça fait écho à ce qui se passe, par exemple, en contrat de partenariat avec une obligation de consacrer un pourcentage des marchés à des PME. Ça a été adopté en fait sur la même idée en disant que les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont une part importante de leur activité dans le domaine de l'environnement et de l'économie circulaire. Et donc finalement, leur réserver une part de marché, c'est un moyen finalement de remplir les objectifs de manière plus efficace et plus rapide. On verra. Alors, je vous ai réservé, donc, je vous annonçais une slide sur l'entrée en vigueur de ces dispositions, si elles sont adoptées. C'est assez, enfin, objectivement et à titre personnel, je trouve ça assez incompréhensible. Toutes ces dispositions que j'ai évoquées entreront par décret dans un délai, pardon, à une date qui sera fixée par décret et au plus tard à l'issue d'un délai de 5 ans à compter de la publication de la loi. Donc, c'est pas pour tout de suite, sauf si, encore une fois, le gouvernement rédige un décret rapidement. On peut imaginer que ce ne sera pas nécessairement le cas si, pour mémoire, l'article 58 de la loi AGEC que l'on commentait tout à l'heure devait entrer en vigueur le 1er janvier 2021 et le décret donc, qui a été publié en retard, seulement avec 2 mois de retard, mais en retard quand même. Donc voilà, c'est relativement incohérent avec finalement l'urgence de faire plus et surtout l'urgence de faire mieux. Je l'ai déjà dit, heureusement, certains acheteurs sont en avance et pour le coup font quand même mieux que le législateur. Mais quelle que soit l'appréciation personnelle de chacun, voilà, sont quand même des dispositions qui, malgré tout, restent positives, puisqu'encore une fois, les acheteurs qui sont en retard sur ces questions-là seront contraints de se pencher sur ce type de questions. Alors ensuite, vous avez une autre disposition. Alors, on l'a classée dans le suivi du respect des obligations. Donc, en fait, vous avez une modification donc, de l'actuel article L2111-3 du Code de la commande publique qui est relatif au schéma de promotion des achats responsables. Je vous laisse le lire. Donc, les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code, dont le statut est fixé par la loi, adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire. Je rappelle que le montant est de 100 millions d'euros hors taxes. Ce schéma est rendu public, détermine des objectifs de politique d'achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d'une économie circulaire. Cette dernière phrase a été ajoutée dans le cadre de la loi LTECV, mais on traite cette problématique plutôt dans le cadre de la loi climat, puisqu'on va avoir un renforcement des obligations. Alors, bon, c'est assez rigolo, puisque désormais on nous indique que ce schéma sera rendu public, notamment par une mise en ligne sur le site internet
de l'acheteur concerné, c'est dans la pratique déjà le cas, puisque les acheteurs qui respectent cette obligation le publient la majorité du temps sur leur site internet. Et puis la formulation, lorsqu'il existe, voilà, est quand même un petit peu surprenant parce que ce montant de 100 millions d'euros, en fait, initialement, avait été déterminé, c'est une question de proportionnalité, c'est-à-dire les collectivités, des acheteurs, pardon, qui investissent 100 millions d'euros hors taxes annuels dans leur marché sont en mesure de supporter la contrainte que représente l'établissement d'un tel schéma. Donc, je disais que je trouve la formule relativement ironique parce que si ces collectivités ont la capacité d'assumer de telles obligations et de dépenser 100 millions d'euros hors taxes par an, on peut imaginer qu'elles disposent d'un site internet, puisque, encore une fois, ceux qui le respectent publient sur leur site internet. Voilà pour l'anecdote. Et ensuite, donc, on nous indique que ce schéma comportera des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés annuellement sur le taux réel d'achat public relevant des catégories de l'achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats réalisés par la collectivité ou l'acheteur concerné. Voilà. Donc là aussi, on va attendre quand même des précisions pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Ces dispositions, pour le coup, entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023, donc avant toutes les autres dispositions. Donc un rapport sera effectué par le gouvernement pour voilà, pouvoir analyser en fait ce qui est fait concrètement dans le cadre de ce schéma. Donc cette nouvelle disposition, elle est relativement commentée, alors même qu'elle conduit, donc, à notre sens, mais je pense que tout le monde sera d'accord, au renforcement d'un dispositif qui pour le moment n'est pas réellement efficace. Lorsque le seuil de 100 millions a été adopté, a été déterminé par voie réglementaire, on savait qu'environ 160 acheteurs étaient concernés. On sait aujourd'hui, en tout cas, c'est des chiffres qui reviennent systématiquement, que moins de 20% de ces collectivités respectent ces obligations. On est sur des questions beaucoup plus politiques que juridiques. Voilà, donc faudra suivre ça, mais à mon avis, ce sera pas. Enfin, encore une fois, c'est pas une révolution. Alors, précision utile quand même, vous aurez donc à l'appui du rapport donc, qui sera effectué par le gouvernement, il y a un modèle d'arrêté qui sera publié. Ce sera peut-être plus incitatif pour les acheteurs concernés pour pouvoir justement élaborer ces schémas. Encore une fois, on est sur du politique, de l'objectif. Ils ne sont pas réellement opposables. Si jamais ces obligations ne sont pas respectées, on ne voit pas comment juridiquement on pourra aller chercher la responsabilité l'acheteur. Il n'y a pas de sanction financière qui est prévue. Visiblement, il n'y aura pas de sanction si les remontées auprès du gouvernement ne sont pas effectuées. Donc, voilà, je trouve à titre personnel que l'importance de cette disposition est dans la pratique plus que relative. La question, alors quand même pour votre parfaite information, de l'abaissement du seuil s'est également posée. Il était question donc de faire passer ce seuil donc dans le cadre des débats sur cette loi climat, hein, de faire passer donc ce seuil de 100 millions à 50 millions d'euros. Il a logiquement été considéré que ça appartenait au pouvoir réglementaire, ce qui est logique puisque c'est fixé par décret, donc ce n'est pas pour le coup au législateur de s'en occuper. Mais en tout cas, c'est un abaissement, enfin c'est un nouveau montant de seuil qui va être étudié, ce qui là, enfin, est encore à mon sens surprenant. Enfin, c'est très bien si vous voulez sur le principe, sauf qu'encore une fois, à partir du moment où les acheteurs qui sont concernés ne respectent pas tous, parce qu'il y en a qui le respectent quand même, il faut aussi le souligner, mais ne respectent pas tous cette obligation. Voilà, on peut imaginer que même à 50 millions, cette obligation, enfin, les statistiques vont potentiellement chuter encore plus. Donc voilà, il fallait évoquer cette disposition, puisque de toute façon, elle existe et on a fait le tour donc, du support que nous avions prévu de vous présenter. Merci beaucoup, Madame Gélo, Monsieur Guillot,
pour cette présentation que j'ai trouvée vraiment très complète. Je me fais la porte-parole des 50 participants qui nous suivent encore. Est-ce que du coup, cette intervention suscite des questions? J'ai pas vu de questions posées au fil de l'eau dans le chat, mais du coup, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant si vous en avez. Apparemment, c'était très clair. Bon, bah, écoutez, tant mieux. De toute Ouais. façon, nos mails figurent donc sur la dernière page du support. Donc voilà, si des questions se posent ultérieurement, on sera toujours à même d'y répondre. Ok. Oui, merci beaucoup. Donc, pour conclure cette première matinée et sur votre intervention, du coup, j'en retiens qu'effectivement, des choses se font, c'est encore assez lent. En général, les textes sont assortis de délais assez longs, les formulations parfois ambiguës, les textes larges ou nuancés. Mais vous l'avez assez répété, l'acheteur est souvent en avance sur le législateur et je pense que sur les enjeux d'économie circulaire et environnementale, ça s'y prêtera tout particulièrement avec un rôle ambitieux et une proactivité des acheteurs publics sur ces aspects. Il me reste à vous donner rendez-vous dans ce cas demain matin pour la suite du programme. La matinée sera cette fois consacrée aux outils dont vous disposez pour mettre en œuvre effectivement cette commande publique circulaire environnementale, comment s'y prendre en suivant du coup le parcours acheteur du sourcing à la définition du besoin jusqu'aux spécifications techniques et enfin au contrôle des conditions d'exécution. On fera la passe sur les moyens, les fonctionnements des labels, les normes et standards, le assez flou encore coût du cycle de vie également, et les risques juridiques et administratifs aussi que ça peut impliquer. Puis voilà, on terminera la matinée sur 2 témoignages de mise en œuvre avant que je vous présente le programme d'accompagnement qui démarrera par la suite sur le parcours du BTP. Donc voilà un peu pour le programme de demain. J'espère que la matinée a répondu à vos attentes. Vous avez les coordonnées de tous les intervenants et vous disposerez bientôt des présentations. Je vais vous les envoyer. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et rendez-vous demain. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous, Au bonne journée. revoir.